Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, à la une, le président de la République a pris part à Kigali à la cérémonie d'investiture du président rwandais. Paul Kagame a été réélu à la tête de son pays pour un nouveau mandat de 7 ans. Bientôt le départ du bataillon Gangan 3 pour le Nord Mali. Ces porte-flambeaux de la Guinée seront auprès du peuple frère du Mali. C'est une opération de la MINUSMA. Et puis les pèlerins guinéens continuent à rallier les lieux saints de l'islam. Déjà plus de 6 000 sont arrivés à Médine. Les échos dans ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, mais bien d'avant, nous allons recevoir Fodeta Silla pour une série de décrets. Bonsoir Fodetas. Oui, bonsoir. Décret D 2017-227 PRG-SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de l'Environnement et aux Eaux et Forêts. Conseillère juridique, Madame Awa Diallo, juriste spécialiste en droit de l'environnement, confirmé. Conseiller chargé de l'environnement, M. Lansana Conté, ingénieur chimiste, confirmé. Conseiller chargé des eaux et forêts, colonel Aboubakar Oulare, ingénieur des eaux et forêts, confirmé. Conseiller chargé de mission, M. Fodé Luceni Kamara, ingénieur aménagiste précédemment en service à la Direction nationale de l'environnement. Inspecteur général, M. Sekou Mohamed Kamara, administrateur civil, confirmé. Inspectrice générale adjointe, Mme Dialekan Kourouma, précédemment en service au Bureau de stratégie et de développement. Directeur général du Bureau de stratégie et de développement, M. Mamadou Bailo Sidibé, ingénieur du génie rural, spécialiste en planification, réalisation, suivi, évaluation des projets et programmes de développement. Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement, M. Moussa Ouri Diallo, en service au ministère de l'Environnement. Directeur général de la conservation de la nature, colonel Namouri Keita, confirmé. Directeur général adjoint de la conservation de la nature, commandant Ibrahim Teliko Diallo, précédemment en service au Bureau de stratégie et de développement. Directeur national de l'environnement, M. Abou Sissé, ingénieur aménagiste, confirmé. Directeur national adjoint de l'environnement, M. Bangali Djoumessi, ingénieur chimiste, confirmé. Directeur national des eaux et forêts, M. Layali Kamara. Docteur en aménagement des forêts, précédemment directeur général de l'OGIB. Directeur national adjoint des eaux et forêts, M. Apollinaire Togba-Collier. Ingénieur des eaux et forêts, précédemment directeur général du Fonds forestier national. Directeur national de l'assainissement et de la qualité de la vie, Mme Hadja Safiatou Diallo. Ingénieur géologue environnementaliste, confirmé. Directeur national adjoint de l'assainissement et de la qualité de la vie, Dr Bakary Diankondé, confirmé. Directeur général de l'unité climat, Dr Hadja Fantamara, confirmé. Directeur général adjoint de l'unité climat, lieutenant-colonel Tierno Daouda Diallo, précédemment directeur national adjoint des eaux et forêts. Directeur général du Centre de protection du milieu marin et des zones côtières, M. Mohamed Lamine Sidibé, spécialiste en environnement, précédemment conseiller chargé de mission. Directeur général adjoint du Centre de protection du milieu marin et des zones côtières, M. Sekou Gaoussou Silla, précédemment directeur général du Bureau de stratégie et de développement. Directeur général du Centre national de gestion des catastrophes et urgences environnementales, M. Alkali Doumbouya, ingénieur des eaux et forêts, précédemment directeur général du Centre forestier de Zérekoré. Directeur général adjoint du Centre national de gestion des catastrophes et des urgences environnementales, Dr Yoko Koivugi, précédemment chef de division au Centre national de gestion des catastrophes et des urgences environnementales. Directrice générale du Centre forestier de Zérekoré, Mme Wata Kamara, ingénieur agronome, précédemment directrice générale adjointe du Centre forestier de Zérekoré. Directeur général adjoint du Centre forestier de Zérekoré, commandant Yacouba Doumbouya, ingénieur des eaux et forêts, précédemment chef de division conservation de la biodiversité. Directeur général de l'Office guinéen du bois, colonel Moussa Kanté, précédemment directeur général adjoint de l'Office guinéen du bois. Directeur général adjoint de l'Office guinéen du bois, commandant Ibrahim Seydou Diallo, précédemment chef de division à l'Office guinéen du bois. Directeur général de l'Office guinéen des parcs et réserves, M. Mamadi Saïba Keita, ingénieur agronome confirmé.
Directeur général adjoint de l'Office guinéen des parcs et réserves, colonel Boissou, ingénieur des eaux et forêts, confirmé. Directeur général du Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale, M. Sidiki Kondé, géographe et environnementaliste, précédemment directeur général adjoint du Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale. Directeur général adjoint du Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale, M. Lansine Touré, économiste précédemment attaché de cabinet. Directeur général du Fonds de sauvegarde de l'environnement, M. Amadou Sebori Touré, économiste confirmé. Directeur général adjoint du Fonds de sauvegarde de l'environnement, M. Mohamed Alpha Anne, économiste confirmé. Directeur général du Fonds forestier national, lieutenant-colonel Abraham Santigui Keita, ingénieur agronome, précédemment directeur général adjoint du Fonds forestier national. Directeur général adjoint du Fonds forestier national, M. Lansine Sako, spécialiste en environnement, précédemment directeur général adjoint du BSG. Directeur général du Centre de gestion de l'environnement du Mont Nimba et Simandou Ségens, colonel C.C. Papakonde, ingénieur des eaux et forêts confirmé. Directeur général adjoint du Centre de gestion de l'environnement du Mont Nimba et Simandou Ségens, M. C.C. Urbain Collier, ingénieur agronome confirmé. Directeur général du Centre d'observation, de surveillance et d'information environnementale, colonel Sidibé et Sidibine Sidibé, ingénieur des eaux et forêts confirmé. Directeur général adjoint du Centre d'observation, de surveillance et d'information environnementale, M. Seydou Doumbouya, précédemment chef de division, Centre d'observation, de surveillance et d'information environnementale. Secrétaire exécutif du Conseil national de l'environnement et de développement durable, Dr Alimatou Tandeta Diallo, spécialiste en environnement, précédemment à la Direction nationale de l'environnement. Secrétaire exécutif du Comité national de gestion des produits et substances chimiques, M. Ibrahima Sori Sissé, ingénieur chimiste. Directrice régionale de l'environnement des eaux et forêts de Conakry, Mme Mariam Bangoura, ingénieure des eaux et forêts confirmée. Directeur régional de l'environnement des eaux et forêts de Kankan, M. Souleymane Kourouma, ingénieur des eaux et forêts confirmé. Directeur régional de l'environnement des eaux et forêts de l'Abbé, M. Mamadou Alpha Bari, confirmé. Directeur régional de l'environnement des eaux et forêts de Kindia, M. Lamfia Diané, précédemment coordinateur général de la cellule environnementale port, aéroport et frontières terrestres. Directeur régional de l'environnement des eaux et forêts de Bokeh, M. Claude François Koulemou, précédemment directeur régional de l'environnement des eaux et forêts de Zérékouré. Directeur régional de l'environnement des eaux et forêts de Zérékouré, M. Ibrahima Kenyero Kourouma, précédemment directeur régional de l'environnement de Bokeh. Directeur régional de l'environnement des eaux et forêts de Mamou, M. Mamadou Tunkara, ingénieur agronome confirmé. Directeur régional de l'environnement des eaux et forêts de Farana, M. Mouri Fodé Diané, ingénieur agronome, précédemment en service à la Direction nationale des eaux et forêts. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 août 2017, professeur Alpha Condé. Merci Fodeta Sylla. Nous allons revenir à ce journal avec ce message départ du président de la République à Sa Majesté Philippe VI, roi d'Espagne, Madrid. Majesté, j'ai été profondément consterné par la triste nouvelle du double attentat perpétré à Barcelone et la station balnéaire de Cambrils en Catalogne, ayant causé de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, adresser à vous personnellement, au peuple ami espagnol et singulièrement aux familles durement éprouvées, mes condoléances les plus attristées. Permettez-moi aussi, Majesté, en ces moments de grande douleur, de vous exprimer ma totale solidarité face à cet acte lâche et barbare, contraire aux valeurs de tolérance, de paix et de liberté que rien ne peut justifier et que je condamne avec énergie.
Je ne doute point que le peuple et le gouvernement espagnol sauront une fois de plus surmonter cette dure épreuve et continueront à combattre inlassablement aux côtés des autres peuples épris de paix et de justice. Le terrorisme partout, jusque dans son propre bastion. Tout en vous réitérant ma profonde compassion, je vous prie d'accepter, Majesté, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, 18 août 2017, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Je vous le disais au sommaire, le président de la République est en séjour à Kigali. Professeur Alpha Condé a pris part à la cérémonie d'investiture du président rwandais. Paul Kagame a été réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 4 août dernier avec un score de 98,79%. Sanassi Keita, envoyé spécial. Il est 10h30 ici à Kigali, l'heure à laquelle plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des personnalités ont commencé à rallier le stade national Amahoro pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président réélu du Rwanda, Paul Kagame. Paul Kagame qui a remporté l'élection présidentielle du 4 août 2017 avec un score de 98,79% des voix selon les résultats finaux publiés par la Commission électorale nationale rwandaise. Le président en exercice de l'Union africaine rehausse de sa présence cette investiture pour non seulement apporter le soutien de l'organisation panafricaine mais aussi et surtout du peuple de Guinée à cet homme qui a su remettre le Rwanda sur le chemin du développement après le génocide. Devant ce parterre de personnalités venues de partout, le président réélu du Rwanda a prêté serment pour un nouveau mandat de 7 ans. Mandat sur lequel Paul Kagame compte s'appuyer pour davantage donner un nouvel élan de développement socio-économique au Rwanda. L'agriculture, les infrastructures, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont entre autres secteurs évoqués par le président Paul Kagame dans ce stade national Amahoro pour donner un meilleur cadre de vie aux 11 800 000 Rwandais qui lui ont encore renouvelé leur confiance. De retour à Conakry, plus précisément au palais de la Colombe, où le Premier ministre a reçu en audience le ministre palestinien des Affaires étrangères. Sous la table des échanges, le renforcement de la coopération entre nos deux pays dans les domaines de la sécurité, du commerce et de l'agriculture. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. La Palestine engage la vitesse supérieure pour renforcer ses relations avec la Guinée, d'où cette mission du gouvernement palestinien, conduite par le ministre des Affaires étrangères. Ici, Dr Riawol Moulki et Mamadi Yula ont exprimé leur volonté d'aller vite et loin dans la promotion des secteurs clés du développement de nos deux pays. Nous sommes en visite spéciale pour le Guinée pour exprimer l'appréciation et la gratitude envers ce peuple, ce gouvernement et ce président qui ont longuement soutenu la cause de la Palestine et montré la solidarité avec notre peuple. Nous avons étudié et exploré la possibilité de renforcer la coopération bilatérale entre la Palestine et la Guinée. Et comme vous le savez, la Palestine possède un nombre et qualité d'expérience et de savoir-faire palestinien qu'on aimerait bien le partager avec notre pays frère, le Guinée. Nous avons aussi exploré la possibilité de ramener une équipe d'hommes d'affaires palestiniens, pas seulement de ceux qui se trouvent à l'intérieur de la Palestine, mais de ceux qui se trouvent à l'étranger aussi, pour venir étudier la possibilité de l'investissement ici en Guinée. Le chef du gouvernement, Mamadi Yula, a rappelé que notre pays a initié plusieurs réformes structurelles et institutionnelles permettant de réaliser ces projets de développement avec bien sûr le concours de ses partenaires bi- et multilatéraux. Deuxième grand titre de ce journal, le bataillon Gangan 3 a reçu le drapeau national en prélude à son départ pour le Nord Mali au compte de la MINUSMA. Tout un symbole, ces porte-flambeaux de la nation vont représenter la Guinée auprès du peuple frère du Mali. Adjudant Seko Kamano, correspondant de la presse militaire. Après sa mise en condition opérationnelle, le bataillon Gangan 3 va être bientôt projeté au Nord Mali. Avant de quitter sa base principale de Samourenya, il reçoit des mains du ministre d'État chargé de la Défense le drapeau national. Un moment plein de signification pour les 850 hommes devant participer à cette mission. Au nom du peuple de Guinée,
et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant en chef des forces armées guinéennes. Je vous remets le drapeau national, symbole de la dignité de notre peuple. Je vous demande de le hisser le plus haut et de le défendre et représenter la Guinée au sein de la MINUSMA au Mali. Depuis le retour de la Guinée sur l'échiquier international, l'armée guinéenne est devenue l'un des grands contributeurs de troupes des Nations Unies. Cette montée en puissance est le fruit de la vaste réforme du secteur de sécurité voulue par les autorités de la Troisième République. Le chef d'état-major général des armées a mis l'occasion à profit pour prodiguer d'utiles et sages conseils à la troupe, une manière de galvaniser les hommes avant leur déploiement sur le terrain. Bonne chance à nos vaillants combattants. Préparatif du 8e congrès panafricain à Conakry, l'ONG Africa Femmes Performantes à la quête des partenaires nationaux. Les membres de l'organisation ont rencontré le directeur général de la RTG Coloma et le commissaire Conakry, capitale mondiale du livre. C'est en vue d'une collaboration pour la réussite de l'événement. Reportage signé Makeme Donzo. La communication est un vecteur indispensable dans la vie des sociétés modernes. Dans la perspective d'organisation du 8e congrès panafricain, l'ONG Africa Femmes Performantes tient compte du rôle des médias dans la réussite des événements. D'où sa démarche vers les autorités de la RTG pour un partenariat efficace en vue de la couverture médiatique de l'événement prévu à Conakry du 26 au 30 novembre prochain. Un événement mondial qui attend les représentants de plus de 200 pays à Conakry. À ce niveau, la RTG est tout à fait disposée à travailler avec ces dames, puisque le congrès honore toute la Guinée, surtout à un moment où c'est nous qui assumons la présidence de l'Union africaine, à travers notre président, le professeur Alpha Condé. Et à ce titre, ce qui doit être notre contribution, c'est l'aide au plaidoyer. Puisque pour organiser un tel congrès, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail à faire. Et dans ce sens, nous avons affirmé notre volonté de collaborer avec ces femmes. Après la RTG, les femmes de l'ONG sont chez le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre. Les hommes de lettres comptent également mettre tout en œuvre pour accompagner l'initiative. Nous allons prendre toutes les dispositions pour accompagner l'organisation de ce 8e congrès avec l'ensemble des professionnels qui sont avec nous, nos partenaires, et même nous impliquer dans l'organisation parfaite vraiment de cette manifestation. Ce congrès à dimension internationale a pour ambition de valoriser l'action des femmes en général. Il permettra à notre pays de vulgariser le label guinéen à travers les talents et le savoir-faire de la gente féminine, chacune dans son domaine d'activité. Et puis, des journalistes guinéens sont à l'école de la fiscalité. Ils sont une cinquantaine d'hommes de médias à apprendre les notions sur l'administration fiscale. Au terme de 2 jours de formation, ces journalistes auront pour mission de sensibiliser les contribuables sur le civisme fiscal. C'est une action pilotée par Wossolon Agency Communication en partenariat avec la Direction nationale des impôts. Diamokaba. La non-maîtrise des notions fiscales constitue un frein pour les journalistes dans le traitement de l'information économique, d'où cette formation. Pour corriger ces insuffisances et permettre aux médias de bien informer sur l'administration fiscale guinéenne et le monde des finances. La fiscalité dans son ensemble implique des concepts, implique des notions qui demandent que les journalistes puissent avoir une séance au cours de laquelle on peut leur expliquer de fond en comble à quoi renvoie chaque notion, à quoi renvoie chaque concept. La présente formation se propose une nouvelle approche pour mener et identifier les défis prioritaires de la Direction nationale des impôts. L'objectif des initiateurs, offrir un complément de formation à ces professionnels pour mieux sensibiliser les contribuables sur le civisme fiscal. La fiscalité interpelle tous les citoyens et tous les citoyens doivent jouer un rôle dans la modernisation des outils que nous utilisons pour rendre
cette fiscalité-là beaucoup plus attractive, beaucoup plus transparente, beaucoup plus au service de la population. C'est dans ce cadre-là que nous avons sollicité la contribution de la presse qui doit jouer un rôle prépondérant pour accroître le niveau de service fiscal en Guinée. L'historique de l'administration fiscale, le lexique économique, les droits et devoirs des contribuables et l'aperçu général sur la réforme engagée par l'administration fiscale guinéenne ont meublé cette rencontre. L'immigration clandestine, un fléau qui continue à endeuiller des familles à travers le monde. En Guinée, pour minimiser les risques, des ONG nationales apportent leur soutien au ministère de la Citoyenneté. Une synergie d'action qui devrait aboutir à la formation des jeunes leaders en matière de citoyenneté et surtout de la lutte contre l'immigration clandestine. Des explications, Sanko Mohamed. Rêves et désillusions, deux réalités vécues par les jeunes Africains sur les côtes libyennes de la Méditerranée à la recherche du mieux-être. Le sujet préoccupe les autorités à tous les niveaux. La présente rencontre en fait son thème principal. Des jeunes venus de Ratouma et de Kaloum apprennent les termes du leadership, de la citoyenneté et de la construction de la démocratie. Je m'engage à honorer, à respecter tout ce que je vais recevoir ici comme formation, mais je m'engage également à partager l'information à la base auprès de mes concitoyens jeunes qui n'ont pas eu la chance comme moi d'être ici ce soir. Conscient du rôle régalien de la jeunesse, cette formation est un tremplin pour la compréhension du concept de citoyenneté et de lutte contre le voyage à risque par la nouvelle génération. Le ministre Gassama Diaby appelle les jeunes au sens du devoir et de la responsabilité. Vous avez dit ma cause, elle doit être nationale. C'est pour cela qu'il est extrêmement important que nous travaillions ensemble dans ce pays pour donner un sens à l'idéal national. La nation, c'est la solution. La nation guinéenne, c'est-à-dire un ensemble politique dans lequel chacun d'entre nous puisse trouver un espace de liberté. Cette formation est une manière pour l'ONG Ma Cause d'amener les jeunes à faire une prise de conscience afin de s'impliquer dans la lutte contre l'immigration clandestine, un fléau qui a endeuillé bon nombre de familles. Actualité sanitaire à présent, le ministère de la Santé se veut désormais préventif face aux épidémies. Il s'attelle actuellement au renforcement du réseau de laboratoires pour la détection rapide et la gestion des épidémies. Après donc 2 ans d'intervention dans 3 régions, les résultats du projet Health Focus ont été présentés à Mamou à la faveur d'un atelier. Compte rendu sur de Keira. Améliorer la qualité du diagnostic biologique et clinique en vue de rehausser le niveau des soins dans les formations sanitaires du pays. Le projet est exécuté pendant les 2 dernières années par l'ONG Health Focus EV dans les régions de Farana, Labé et Mamou. 3 hôpitaux préfectoraux et 9 centres de santé ont bénéficié de rénovations, d'adduction d'eau, d'électrification solaire, de construction d'incinérateurs ainsi que d'importants autres équipements et matériels. 200 agents de santé sont formés aux techniques de base du laboratoire. Des motos sont également offertes aux membres des comités de santé des régions. Avant, je faisais des accouchements avec la torche ou bien avec la bougie. Au jour d'aujourd'hui, le centre de santé est éclairé, tout le centre de santé est éclairé. Je peux travailler 24 heures sur 24. Ensuite, nuitamment, je sortais avec des bidons, aller dans les quartiers, puiser de l'eau pour faire des accouchements. Au jour d'aujourd'hui, il y a l'eau qui coule dans les robinets grâce à la coopération avec Health Focus. Au moment où les interventions de cette première phase du projet prennent fin, les résultats sont partagés ici à Mamou entre les partenaires et l'ensemble des acteurs concernés par la santé des populations. Les discussions mettent en exergue l'amélioration du niveau des soins dans les structures couvertes depuis le lancement du projet en septembre 2015. Nous avons conseillé aux différents acteurs évoluant sur le terrain de compter sur leurs propres forces en commençant par la sécurisation des recettes pour pouvoir pérenniser les examens de laboratoire, l'activité d'exécution des examens puisqu'ils ont l'équipement. C'est les consommables réactifs et petits matériels qu'ils peuvent acheter et c'est à leur portée s'ils ont la volonté. C'est un projet qui est très important et le projet a réussi vraiment à faire des meilleures pratiques
que le ministère de la Santé, normalement, et nous allons travailler pour déployer ces pratiques-là. En attendant de voir une éventuelle prolongation de ce projet, les recettes générées par les laboratoires des structures appuyées se sont vues nettement améliorées. Elles sont passées par exemple de 100 000 à 900 000 francs guinéens par mois pour le centre de santé rural de Ourekaba dans la région de Mamou. Un exploit qui répond aux attentes des nouvelles autorités sanitaires du pays qui viennent diriger la division de la biologie médicale en direction nationale. Pendant ce temps, les partenaires se bousculent aux portes de la Caisse nationale de la sécurité sociale. C'est dans la dynamique d'appuyer le centre médical de cette institution. Les responsables de la Caisse ont reçu d'abord les médecins tunisiens avec lesquels ils comptent signer une convention. Ensuite, ils se sont entretenus avec le représentant de l'OMS en Guinée. Ce dernier, quant à lui, entend apporter une expertise technique à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Moursidibé. 4 milliards de francs guinéens, c'est le montant que la Guinée débourse chaque année pour la prise en charge sanitaire des travailleurs. La Caisse nationale de sécurité sociale assure le suivi de ces évacuations sanitaires. En attendant l'ouverture et l'équipement des hôpitaux spécialisés, la Guinée développe un partenariat privilégié avec la Tunisie. Je l'espère bien, dans les plus brefs délais, les malades seront pris en charge en Tunisie sur le compte de votre caisse. Nous sommes obligés de signer un protocole avec leur clinique. Ainsi, cela permettra désormais aux Guinéens d'avoir accès à la radiothérapie à un moindre coût. La seule radiothérapie que nous avions dans la sous-région, c'était au Sénégal et au Mali. Et il semblerait que les appareils ne sont plus fonctionnels. Alors qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est nous rabattre sur la Tunisie. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé est venu évaluer la qualité actuelle des équipements médicaux de la CNSS. Nous allons continuer à apporter notre appui en termes de prévention et également de prise en charge des problèmes prioritaires de santé, y compris la santé des travailleurs. À travers le partage d'expériences et l'appui technique au centre de diagnostic de la Caisse, le renforcement des capacités du personnel médical va permettre à l'institution d'assurer pleinement la couverture sécuritaire et sociale des travailleurs. D'ici la fin de cette année, la CNSS ambitionne la création d'un institut de recherche national sur le renforcement de la sécurité sociale. À Conakry, du constat de nombreux observateurs, les grandes pluies contribuent fortement à la dégradation poussée de nos chaussées. Pourtant, c'est cette même période que l'on a choisi pour effectuer des travaux sur certaines artères de la capitale. Pourquoi ce choix? La réponse dans ce reportage de Ansoumane Toumani Kamara et de Yaya Zatoni Tunkara. Les fortes précipitations en cours à Conakry mettent à l'épreuve la durabilité des chaussées construites. À plusieurs endroits de la capitale, des dégradations prématurées sont visibles, comme ici à Matoto. Sur les causes de ces dégradations, les avis restent partagés. Ça n'a même pas fait plus de 3 mois depuis que ce travail-là a été fait et contre toute attente, vous constatez cette dégradation, n'est-ce pas, suite à ces grandes pluies. Et ils savaient bien que c'est la période de pluie, de grandes pluies qui arrivait. Et ils ont fait ça à la 642. Bien entendu, le boulot est peut-être un peu mal fait, mais ça ne suffit pas. Il faut que la population elle-même arrive à comprendre que ce que l'État est en train de faire, il le fait pour elle-même. Il faut dire à la population de ne pas mettre les ordures dans les caniveaux. C'est ça qui a causé tout ça là. Au ministère des Travaux publics, les facteurs essentiels de dégradation de ce tronçon viendraient des travaux d'adduction d'eau de la SEG. Il y a un projet lié à la SEG, à l'adduction d'eau, qui est passé et qui a éventré complètement cette voie. Et donc, du coup, la remise en état n'a pas été bien faite. Et aujourd'hui, sur l'effet de la pluviométrie, l'eau s'est infiltrée dans cette tranchée et du coup, ça a tout emporté. Pendant que Conakry continue à être arrosé par des pluies torrentielles, d'autres travaux d'aménagement sont en cours. Mais pourquoi attendre la période des fortes pluies pour engager des réalisations sur nos routes? On a une part de responsabilité. C'est sûr que les procédures des passations de marché sont telles qu'elles sont aujourd'hui.
c'est vrai que c'est lent pour nous, à nos yeux, c'est lent. Mais il y a certains travaux, si on les programme bien, nous, en sachant que ça va prendre 5 mois au marché public, si nous on envoie 6 mois à l'avance, je pense qu'on peut être dans le délai. En parcourant le réseau routier guinéen, l'expérience montre que ces travaux exécutés en période de grande pluie sont vite dégradés. Et l'État est contraint d'intervenir avant même la fin du délai de garantie. Une saignée financière qui devient saisonnière au gré de certains Guinéens. Et puis le débat sur la gestion des bus de transport public refait surface dans la cité. À la base logistique de la Sotragui, ce sont une centaine de bus qui se trouvent immobilisés. Une situation qui remet sur la table l'option de la privatisation. Plus d'informations avec Aboubakar Junior Camara. La gestion des bus de la société de transport public est toujours un sujet de préoccupation. Ici, à la base logistique de la Sotragui, société de transport de Guinée, une centaine de bus sont sur cale. Accidentés ou caillassés pour certains, en manque de pièces de rechange pour d'autres. Après un long silence, le ministère des Transports prospecte désormais la piste de la privatisation de la gestion des bus publics de transport. Une société marocaine est déjà en discussion avancée avec le gouvernement. Quand moi j'arrivais là, il n'y avait que 6 bus qui tournaient. Tout est sur cale. Parce que tout simplement c'est l'État. On fait tourner l'argent qui rentre et disparaît. On ne se soucie pas de la gestion, on ne se soucie pas de la maintenance, de l'achat des pièces détachées. Terminé. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir le prix du carburant, parce que là au moins c'est obligatoire, pour que le lendemain les bus tournent. C'est tout. Finalement, tous les bus se sont trouvés sur cale. Alors quand moi je suis arrivé, j'ai dit il faut qu'on change de stratégie. Donc je me suis mis en négociation avec l'une des plus grosses sociétés ici de transport urbain, qui est marocaine, qui est connue. Cette grosse société qu'on appelle la Citybus, je suis rentré en négociation avec eux. Le transport public est un secteur de développement économique. Sa privatisation répond au défi de l'efficacité des investissements publics. Aujourd'hui encore, l'État subventionne la Sotragui. Il garantit le salaire des 700 travailleurs de la société. Ils ont envoyé de l'argent, les travailleurs ont été payés, le travail a tout de suite commencé. Il n'y a pas un droit pour un travailleur plus que son salaire. Cette année, la municipalité d'Istanbul a offert 50 bus à la ville de Conakry. Ces bus immobilisés dans le parc de la Sotragui attendent la signature d'un contrat d'exploitation entre l'État et son partenaire pour être mis en circulation selon le ministère des Transports. On en vient maintenant au dossier pèlerinage. Les pèlerins guinéens continuent à rallier l'Arabie Saoudite. À ce jour, plus de 6000 pèlerins sont sur les lieux saints pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Yaya Silla, Mohamed Batiz Bangoura sont nos envoyés spéciaux à la Mecque. Ce jour, un peu plus de 6000 pèlerins sont arrivés à Médine. Parmi eux, un nombre important de femmes et des personnes âgées. Il y a des malades qui arrivent et malheureusement très âgés, fatigués et qui sont des malades chroniques à Conakry, qui laissent leurs médicaments et qui viennent et qui ont les complications. Donc tout ça, ça crée énormément de problèmes. Ensuite, c'est les maladies chroniques, les gens, les diabétiques qui font des crises d'hyperglycémie, qu'on envoie, les hypertendus également qui font des crises d'hypertension artérielle aiguë. Et puis il y a les infections, comme vous le constatez. Il y a aussi des cas de dépression. On rencontre toutes sortes de maladies. La restauration des pèlerins guinéens ici à Médine est régulièrement assurée. La Ligue islamique veille à la qualité des aliments et à l'hygiène des locaux de préparation. La nourriture ne fait pas défaut, mais ne convient pas tout à fait à tout le monde. Ça dépend bien sûr des gens qui sont là, parce que chacun a son goût dans la nourriture et il y a d'autres qui ne sont pas habitués aux mets qu'on prépare ici. Les premiers convois des pèlerins se dirigent à présent vers la Mecque, une autre étape importante pour le pèlerinage des musulmans.
On le sait, ce rituel annuel est le rêve de tout musulman comme Moussa Simakan, pour qui malheureusement le destin en a décidé autrement. Ce candidat au pèlerinage ne pourra plus accomplir ce 5e pilier de l'islam car il a succombé dans l'avion dans la nuit du dimanche avant le départ pour la Mecque. Fodé Camara revient sur les circonstances de cette mort subite. Dimanche dernier, sur le point de s'envoler pour les lieux saints de l'islam, le pèlerin Moussa Simakan est victime d'une crise à bord de l'avion. Conduit d'urgence à l'hôpital sino-guinéen de Kipé, les médecins ont confirmé la mort de ce pèlerin. Après, ils m'ont appelé, ils m'ont informé. Donc je leur ai demandé de consulter le docteur, savoir qu'est-ce qu'il faut, s'il faut le mettre à la morgue ou qu'est-ce qu'il faut faire. Donc le docteur a suggéré de l'amener à la morgue. Mais avant de l'amener à la morgue, ils l'ont ausculté. Ceux qui étaient avec lui, ils ont retiré parce qu'il avait son bagage à main qui était fermé avec 2 cadenas. Et il avait aussi un autre petit sac autour de la jour de la ceinture. Ils l'ont détaché devant le médecin. Ils ont regardé ce qui était dedans. Ils ont relevé. C'était un peu d'argent, plus $800, 8 billets de $100, plus 8 billets de $100. C'est ce qu'ils avaient trouvé d'abord sur place sur ce petit truc-là. Ensuite, il avait un sac, le sac pèlerin là. Voilà. Donc ils ont relevé le tout devant le médecin, ils l'ont mis à la morgue et ils sont revenus. Entre autres dispositions prises par les autorités de l'aéroport, la restitution des bagages du défunt aux membres de la famille dûment identifiés, avec une somme de plus de $800. Depuis, plusieurs personnes se réclament comme des membres de la famille. On a tenu à aller en famille pour avoir une autre signature d'une autre personne de la famille nommée Diawara. Et la famille se trouve à Nongo. Ils peuvent s'y rendre. C'est ce qui s'est passé après, dans la journée du lundi, qui est malheureux. Nous avons eu la visite d'un monsieur qui se réclamait de la famille. On l'a demandé, est-ce que le pèlerin était son parent? Il nous dit oui, mais est-ce qu'ils habitaient chez lui? Non. Vous êtes parti au lieu à la maison mortuaire? Non. Vous avez un papier pour nous prouver que c'est votre parent? Non. On l'a refoulé. Une autre dame est venue en nous disant la même chose, elle a été refoulée. Et en disant des sommes dont ils n'avaient pas connaissance. C'était des inventions et c'est ce qui est malheureux dans ce pays. Face à cette affaire, les autorités aéroportuaires rassurent les compagnies et les passagers pour le respect scrupuleux des normes de sûreté à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Que l'âme de ce pèlerin repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Plaisir a été pour moi de vous retrouver sur les antennes de la RTG Coloma. Passez une excellente soirée et à demain. Jamais vu en Guinée.